Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Prenons le temps ensemble d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invitée du jour, Marie-Noëlle Lienemann. Bienvenue. Vous êtes sénatrice de Paris, rattachée au groupe communiste. Vous avez été secrétaire d'État au logement lorsque Lionel Jospin était Premier ministre. Vous le connaissez bien. Vous nous direz donc ce que vous avez pensé de ces récentes sorties médiatiques à l'occasion de la publication de son livre. On va en parler dans une de nos chroniques, parce qu'allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Fanny Conqui. Bonsoir Fanny. On le rappelle, il y a une commission d'enquête Covid-19 qui poursuit ses travaux au Sénat et vous avez suivi les auditions du jour. Oui, ce matin, c'était les associations de patients qui étaient entendues par les sénateurs. Et vous le verrez, les conséquences du confinement ont pu être terribles pour certains patients. Et on les entendra avec vous. Steve Jourdain fait aussi partie du club ce soir. Bienvenue Steve. On a parlé un peu Covid aussi, mais pas seulement, lors d'une conférence de presse sur le fonctionnement des fédérations sportives. C'était tout à l'heure au Sénat. Il faut aider le sport en France, mais il faut surtout le réorganiser selon un rapport sénatorial. À tout à l'heure, Steve. Marie-Pierre Bourgeois est aussi avec nous ce soir. Bienvenue Marie-Pierre. Vous reprenez vos chroniques sur les livres politiques. L'auteur cette semaine, on l'aura compris, c'est donc Lionel Jospin. Bonjour Rebecca, et oui, on va parler d'un revenant qu'on n'a presque pas vu ces 2 dernières décennies. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. Alors que le Premier ministre est identifié comme cas contact et qu'il doit se faire tester, on va revenir sur les différentes mesures prises ou envisagées pour s'adapter à la Covid-19. Un nouveau conseil de défense se tient vendredi à l'Elysée, mais on voit déjà se profiler un raccourcissement de la quatorzaine. L'exécutif s'adapte donc, il réajuste en fonction de notre connaissance du virus, mais les chiffres inquiètent. Tout augmente, le nombre d'hospitalisations, d'entrées en réanimation, le nombre de morts aussi. La situation est-elle vraiment sous contrôle? L'État en fait-il trop? Pas assez? Est-il cohérent? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord, cette question de la fraude aux prestations sociales. Un rapport parlementaire accuse l'État de ne pas en faire assez pour les chasser, ces fraudeurs, et ils pourraient être nombreux. C'est sur ce sujet qu'était auditionné Pierre Moscovici au Sénat ce matin. Le premier président de la Cour des comptes a formulé plusieurs propositions pour limiter les risques. Voyons lesquelles avec Sandra Cerquera. Chaque année sont versés près de 520 milliards d'euros de prestations sociales, dont près de 5 milliards seraient imputables à la fraude. Une fraude qui peine à être jugulée par les pouvoirs publics, mais la situation s'améliore selon une enquête de la Cour des comptes. Son premier président, Pierre Moscovici, assure que les contrôles sont plus efficients, avec 4000 agents à temps plein dédiés à la lutte contre la fraude ou les erreurs de versement. Les organismes sociaux détectent fréquemment des irrégularités qui, pour certaines, pas toutes, correspondent à des fraudes. En 2019, les CPAM ont en moyenne détecté des préjudices à leur détriment lors de 3 contrôles sur 4. La fraude aux prestations sociales porte essentiellement sur les minima sociaux, dont le RSA reste le dispositif le plus fraudé en 2019. Il concerne une fraude sur 2, suivi des aides au logement qui concernent près de 20% des cas. Les sénateurs s'attendaient à ce que le rapport recense plus précisément les différents types de fraude pour éviter les batailles de chiffres sur le sujet. On est sur des chiffres qui sont conséquents et il nous importe, à nous parlementaires, de savoir sur quoi on va pouvoir mettre l'accent dans les années qui viennent, parce qu'il nous faut absolument récupérer ces indus, ces erreurs, ces fraudes, tout simplement, pour pouvoir financer ne serait-ce que l'autonomie. Accentuer la dématérialisation, c'est ce que préconise la Cour des comptes. Une mesure défendue par le Sénat pour lutter notamment contre la fraude à la carte vitale. Il y aurait entre 2 et 5 millions de cartes actives, de plus que d'inscrits à l'INSEE. Allons plus loin avec vous, donc, Marie-Noëlle Lienemann. Quand on parle de fraude aux prestations sociales, certains parlent de fantasmes ou de sujets presque anecdotiques. C'est votre avis? Non. Il y a bien sûr de la fraude. Alors, il faut bien mesurer que quand on compare cette fraude, par exemple, à la fraude, non pas aux prestations, mais au non-versement des cotisations, le non-versement des cotisations est nettement supérieur à la fraude à la prestation. Mais il n'y a aucune république, aucune démocratie qui peut fonctionner avec le sentiment qu'il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet, qui ne respectent pas les règles, pendant d'autres ont des difficultés. Donc ce sujet est un vrai sujet. Après, ça fait un moment que nous travaillons sur ces sujets-là, notamment au Sénat. Il y a eu un rapport
rapport qui avait été demandé à Matignon par notre collègue Nathalie Goulet et une collègue députée, qui avait déjà fait un rapport, et on voit ce qu'explique bien M. Van Larenberg, c'est-à-dire il faut pas non plus que le débat se contente à avoir une espèce de plus j'aurai le gros chiffre, plus je serai provocateur, plus je donnerai le sentiment d'agir. Je crois que là, nous sommes à une étape où déjà des choses ont été faites, mais où il faut être plus efficace encore. Alors, il y a la dématérialisation. Il y a aussi eu des questions à la Commission sur le thème qu'il faut faire attention que tout le monde n'a pas accès au numérique facilement, notamment les plus âgés, les personnes qui ont des handicaps ou des choses comme ça. Mais on voit bien que ça, c'est une piste. Je crois quand même que la demande qui est faite par M. Van Larenberg de dire travaillons un peu plus précisément sur les vrais créneaux où c'est vraiment très important pour commencer à pouvoir bien cibler les actions et pas croire qu'il suffit d'un coup de baguette magique. Je prends un exemple. Dans le secteur de la dépense de santé, il semble que la facturation par les établissements eux-mêmes des prestations soit parfois mal faites, sans doute par erreur, parfois peut-être avec complaisance surcotée en dépenses. Donc il faut affiner. On a plein d'autres sujets à vous proposer ce soir, Marie-Noëlle Lienemann. C'est l'heure du club. Et Fanny Conquis, on commence donc avec vous. Je le disais en titre, vous avez suivi les auditions de la commission d'enquête Covid au Sénat. Oui, effectivement, ce matin, c'était les associations de patients qui étaient auditionnées. Vous le savez, créée en juillet dernier, la commission a pour objectif de tirer les leçons de cette crise sanitaire, déterminer ce qui a fonctionné et aussi ce qui n'a pas fonctionné, évidemment. Alors, depuis le début de l'été, la commission a auditionné les présidents de région, les élus, les directeurs d'ARS. Et ce matin, c'était donc au tour des associations de patients d'être entendues par les sénateurs. Elles ont souligné les conséquences dramatiques pour certains malades pendant le confinement et pendant le déconfinement. Les pénuries de curares et d'anesthésiques, par exemple, ont empêché la reprise de certains programmes opératoires. Je vous propose d'écouter la vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer. C'était ce matin. On peut décaler une intervention d'un mois et demi, 2 mois. À partir de 3, 4 mois, c'est délétère. Nous avons eu un appel sur la ligne téléphonique d'écoute oncologique d'un patient de 40 ans qui ne pouvait pas se faire opérer dans le Grand Est. Et c'est notre président, le professeur Axel Kahn, qui a débloqué la situation en appelant directement l'ARS du Grand Est parce qu'il allait décéder. Il a été opéré, mais il a fallu vraiment mobiliser tout notre réseau pour y arriver. Ouais, ça a tout déstabilisé. Fanny, il faut ajouter que pendant le confinement, les patients ont souffert beaucoup et sur plusieurs plans. Oui, effectivement, ce matin, la vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer rappelait toutes les conséquences, le manque de suivi sur les traitements, l'isolement, le sentiment d'abandon ressenti par certains patients tout au long de ces semaines de confinement, la dégradation de leur état physique liée au manque d'activité, la dénutrition pour ceux qui ne pouvaient pas aller faire leurs courses ou encore l'arrêt de l'accompagnement psychologique qui, on le sait, est si important pour les patients atteints du cancer, sans compter bien sûr l'arrêt du dépistage avec la fermeture des centres et les conséquences sur le diagnostic et donc sur les chances de guérison pour ces patients. Autre sujet qui a été évoqué ce matin, c'est la fermeture des structures adossées aux hôpitaux pour les aidants. Elles ont eu de lourdes conséquences pour certaines familles. Écoutez. Ce qui a été fortement impacté, c'est l'accompagnement pédiatrique. Parce que quand les parents ne pouvaient pas se loger, fermeture des structures d'accueil et fermeture des hôtels. Et dans les centres de référence qui sont dans les grandes villes, eh bien, évidemment, il y a eu des pertes de chance. Donc toujours pareil, ceux qui ont eu des relations ont pu se débrouiller, aller dans des associations, se faire héberger chez l'habitant. Mais les autres, les plus défavorisés, ils ont interrompu les soins de leur enfant, ce qui est très délétère. Et le cas des malades qui nécessitaient une greffe a aussi été évoqué ce matin. Pour eux, l'arrêt de l'activité pendant le confinement a été terrible. Je vous propose d'écouter Magali Léo. Elle est responsable du plaidoyer de l'association Rénalou. Dans cette période, 600 reins n'ont pas pu être prélevés. Ce sont juste des reins qui sont perdus, des greffons qui sont perdus. Puisqu'on ne peut pas conserver aujourd'hui des greffons, on ne peut pas reporter des opérations qui auraient pu être faites grâce à ces greffons. Donc ce sont effectivement des pertes de chance sèches pour les malheureux patients qui sont en attente de greffe.
Fanny, il a aussi été question ce matin des prises de décision et même de la démocratie sanitaire. Oui, effectivement, on vient de le voir, vu leur état de santé, ces patients étaient particulièrement fragiles et très inquiets vu la situation. Pour eux, les conséquences, on l'a vu, pouvaient être vitales. Et les associations de patients ont donc globalement regretté de ne pas être plus associées aux réunions de concertation avec les autorités. Des institutions qui fonctionnent localement et au national se sont juste arrêtées de fonctionner. Et également, on a déploré et plusieurs fois dénoncé le fait que des associations de patients, et Rénalou en particulier, aient pu être écartées de certaines concertations qui avaient pu avoir lieu avec des professionnels de santé ou des responsables administratifs. Alors, les travaux de la commission sont loin d'être terminés. Le programme des prochains jours sera dense avec des tables rondes sur le dépistage, sur les équipements de protection. Et puis la semaine prochaine aussi, il y aura des anciens ministres de la Santé qui seront auditionnés, notamment Roselyne Bachelot. Et il y aura aussi une table ronde de médecins, une table ronde qui est très attendue puisqu'autour de cette table, il y aura le célèbre professeur Didier Raoult. On n'a pas fini d'en voir les conséquences de ce confinement et de cette crise, Marie-Noëlle Lienemann. D'abord, je voudrais saluer le travail de l'enquête parlementaire du Sénat, parce que très souvent, on croit que c'est des coups politiques. Enfin, là, il y a vraiment un travail de fond qui est de bien mesurer l'ampleur des conséquences d'un fait qui était inédit, qui révèle à la fois des dysfonctionnements un peu structurels et permanents, ou des choses qui fonctionnent un peu cas un cas, et de l'autre côté, le côté exceptionnel qui fait qu'il faut changer nos méthodes pour nous trouver dans des cas comparables, capables de réagir mieux qu'on l'a fait. Le débat sur la démocratie sanitaire est très important parce que, bon, évidemment, c'était très émouvant, les affaires de cancer, les dépistages tardifs, les gens la qui solitude, étaient au bord, l'isolement. voilà, l'isolement, tout ça, c'est évidemment extrêmement grave. Mais ce qu'on voit bien, c'est que dans tous ces grands enjeux de société, en période de crise et en dehors des périodes de crise, parce que l'isolement de certaines familles, de certains patients qui, par exemple, ont un cancer ou de maladies graves, il a lieu aussi dans d'autres périodes, suggère quand même qu'on ait un système de santé qui associe mieux l'ensemble des partenaires et donne aux malades, à leurs représentants, une capacité non seulement d'être consultés, mais aussi d'alerte, d'intervention. Je vais vous donner un exemple. En débat, en séance, on a débattu plusieurs fois, et ça faisait rigoler, le fait que pendant le confinement, les femmes ne pouvaient pas avoir accès à l'avortement, enfin à l'interruption volontaire de grossesse. Et on rigolait, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un vrai problème. Comment ça, qui rigolait? On voyait que même le ministre, au début, il prenait pas le sujet au sérieux. Oui, en disant il y a plus grave. Oui, c'est vrai, d'une certaine façon, celui qui est en réhabilitation absolue de survie, oui, il y a toujours. Mais vous voyez, il y a peut-être aussi dans les périodes comme ça où l'essentiel c'est quand même d'éviter la maladie, on a tendance à trop sous-estimer d'autres sujets qui pourraient être traités quand même. Peut-être pas de la même manière, mais qui devraient être traités quand même. Et on l'a vu dans cette chronique. Merci Fanny. Steve Jourdain, on va continuer avec vous. On parle beaucoup des difficultés du monde du sport aussi, aujourd'hui, à cause de cette crise Covid. Le sport que les sénateurs souhaiteraient réorganiser. Un rapport a été rendu public tout à l'heure. 120 millions d'euros, c'est l'enveloppe débloquée par le gouvernement pour relancer le sport en France. Et 120 millions d'euros annoncés la semaine dernière par Jean Castex transiteront par l'Agence nationale du sport, l'ANS, une agence créée il y a 2 ans et présidée par un certain Jean Castex jusqu'en juillet dernier. Alors est-ce que ces 120 millions d'euros seront suffisants pour relancer le sport en France? Sans doute pas, selon les sénateurs. Les élus ont donc remis aujourd'hui leurs conclusions sur l'organisation du sport dans l'Hexagone, un rapport qui intervient dans un contexte évidemment très particulier, Rebecca, à moins d'1 an des JO de Tokyo, à moins de 4 ans des JO de Paris, un rapport issu d'une mission d'information sur le fonctionnement des fédérations sportives. Alors pourtant, Steve, on a l'impression que le sport français ne va pas si mal, on est quand même champion du monde, on a eu 10 médailles d'or au dernier JO, je crois que c'était pas terrible ça. C'était pas mal, mais les sénateurs sont des compétiteurs dans l'âme, ils veulent tout gagner et tout le temps, sky is the limit, comme on dit. D'ailleurs, le titre du rapport sénatorial... Et des grands sportifs, c'est vrai. Le titre du rapport sénatorial est d'ailleurs très ambitieux. On va voir mutualiser, renouveler et
légitimer, pour affûter l'esprit d'équipe des fédérations sportives. C'est beau. C'est sérieux en tout cas. Il s'agissait pour Alain Fouché et Jean-Jacques Lozach de faire un audit complet du monde du sport en France, d'autant que plusieurs signaux d'alarme clignotent depuis déjà quelques années. En 2010, un rapport de l'Assemblée nationale pointait déjà les graves manques d'équipements sportifs d'envergure en France. En 2013, une fois n'est pas coutume, la Cour des comptes s'intéressait au sport. Elle dénonçait alors un incroyable gaspillage des fonds publics. Les sages recommandaient alors la refonte de l'organisation et du financement du sport en France. Bref, c'est tout le modèle du sport en France qui devait être repensé selon la Cour des comptes. C'est donc dans ce cadre, sur cette toile de fond, Rebecca, que la mission d'information du Sénat a travaillé ces derniers mois. Et du coup, qu'est-ce qu'ils proposent les sénateurs très concrètement ? Très concrètement, 22 propositions au total. Parmi elles, le maintien d'un ministère des Sports de plein exercice, une meilleure transparence financière des fédérations ou encore l'inscription dans la loi du principe le sport financé par le sport. C'est une belle formule qu'on pourrait résumer peut-être ainsi. Touche pas au Grisby. Écoutez Alain Fouché à notre micro tout à l'heure. Le sport financé par le sport, je vous donne un exemple qui ne fonctionne pas du tout, c'est la taxe Buffet. Madame Buffet, qui était ministre des Sports, elle a créé une taxe pour financer le sport. Et en fait, c'est pas mal, l'idée est bonne. Mais en fait, on s'est aperçu que l'État, progressivement, est en train de pomper les crédits. La taxe Buffet, c'est 74 millions d'euros qui est récoltée et qui doit être distribuée au sport. En fait, on s'aperçoit qu'in fine, il est distribué seulement 40 millions d'euros. C'est-à-dire que le reste, l'État le prend dans son budget. Ben non. Le sport doit être financé par le sport. Bon, ce qu'on comprend, Steve, c'est que le sport et la politique, c'est une histoire parfois un peu compliquée. Une longue histoire un peu compliquée. Pourtant, qui imagine le général de Gaulle en short court et petits crampons fluorescents ? Il faut remonter un peu en arrière pour comprendre ce lien particulier entre le sport et la politique en France. 1960, JO de Rome, la France rentre bredouille de la compétition, seulement 5 médailles, aucune médaille d'or, c'en est trop pour le général qui déclare « La France brille à l'étranger par ses penseurs, elle doit aussi rayonner par ses sportifs ». On ne saurait concevoir notre jeunesse sans un idéal sportif. À partir de ce moment, l'État prend le problème à bras-le-corps. La France se couvre d'équipements sportifs financés par l'État. Gymnases, piscines, terrains de foot. Les Français sont priés de se mettre au sport. L'éducation nationale prend les jeunes Français sous son aile dès leur plus jeune âge. Le résultat sur le moyen terme est plutôt bon, puisque de 88 à 2008, la France se classe au pire à la 10e place, au mieux à la 5e place lors des JO. Et puis, il y a donc eu 1998, les deux buts de Zidane et la première victoire de la France en Coupe du Monde de foot. Bref, la politique et le sport, c'est une longue histoire. C'est aussi une affaire à suivre, puisqu'un texte de loi devrait intervenir dans les mois qui viennent. Je dis dans les mois qui viennent, mais on l'attend depuis quand même 3 ans, ce texte. Et les sénateurs réclament un texte à tout prix. Là aussi, Marie-Noëlle Lienemann, ça pourrait paraître anecdotique pour certains, mais le sport est fondamental pour le lien social. Alors justement, il ne faut pas mesurer une nation sportive à ses simples résultats aux JO et aux grandes manifestations internationales. C'est ce qui est fait depuis plusieurs années. C'est important parce que nous tenons au rayonnement de notre pays. Mais moi, je suis très motivée sur tout le travail en profondeur, notamment en direction des enfants et de la jeunesse, parce que le sport a une fonction éducative, elle révèle des personnalités, et peut-être des talents. Ouais. Voilà. À l'école, c'est quand même encore très inégal, l'accès au sport. L'égalité entre les filles, les garçons, hommes-femmes n'est pas suffisamment valorisée. Regardez quand même les beaux résultats de l'équipe de football, des équipes de football françaises. On dit, ouais, mais quand même, ça ne rapporte pas les mêmes millions, etc. Donc moi, je crois que c'est un des piliers de l'éducation populaire, de la cohésion nationale. C'est aussi un lieu d'apprentissage du civisme parce qu'on travaille en groupe, en collectif. Il faut se respecter mutuellement, compter les uns sur les autres. Je crois que c'est vraiment... Puis il y a des évolutions sportives qui sont importantes pour les aînés. On a de plus en plus des préconisations de faire du sport avec l'âge. Et d'ailleurs, même la sécurité sociale rembourse. Et le réseau des structures, alors les mutuelles se motivent là-dessus, mais les réseaux des pratiques sportives douces pour les aînés, par exemple, méritent d'être notoirement augmentés. Et pour en revenir juste à la crise qu'on est en train de traverser, certains disent que le sport est le grand oublié du plan de relance, par exemple. C'est ce qu'a dit Michel Savin, sénateur LR de l'Isère, au micro de nos confrères de publicsénat.fr. Qu'en pensez-vous ? C'est un tort. C'est sûr. Oui, en même temps, l'ensemble des équipements publics ne sont pas tous listés. Il y a aussi, moi je trouve que par exemple les universités
franchement, il y a des clopinettes pour les universités, alors que c'est quand même un sujet très, très important. Sur les équipements sportifs, je pense en effet qu'il y a en tout cas une chose sur laquelle on pourrait agir tout de suite, c'est que je suis frappée que dans les débats sur le changement climatique, on dit qu'il va falloir isoler les logements. Oui, très bien, mais on sait aussi que les logements, c'est compliqué, les gens qui habitent dedans, qui est propriétaire. En revanche, tous les bâtiments publics. Alors là, on a ciblé un peu, semble-t-il, les collèges, les lycées. Mais franchement, tous les équipements publics type sport, gymnase, terrain, sont des fantastiques opportunités, d'économie d'énergie, d'énergie renouvelable. Donc, il y a aussi une façon de traiter ces questions d'équipements sportifs en lien avec d'autres objectifs qui d'ailleurs permet de financer. Vous savez que par exemple, nos amis allemands financent une partie de leur agriculture avec des toits solaires, de la méthanisation. On pourrait peut-être aider à l'amélioration de nos équipements sportifs en valorisant ces énergies renouvelables. On enchaîne avec Marie-Pierre, ça va vous intéresser aussi, Marie-Noëlle Lienemann. Marie-Pierre Bourgeois, notre chroniqueuse culture et politique. Vous revenez avec nous, c'est un grand plaisir. Vous avez lu le livre de Lionel Jospin, donc, l'ancien Premier ministre, et qui a une vision précise et je dirais tranchée peut-être des responsabilités des fractures de la gauche. Et oui, c'est le grand retour de Lionel Jospin avec un titre intitulé « Un temps troublé ». Alors c'est un vrai pavé dans la mare, ça fait des années qu'on ne l'avait pas entendu. D'abord à cause de la fameuse claque du 21 avril 2002 et puis un petit peu après parce qu'il était membre du Conseil constitutionnel et qu'il devait s'astreindre à un devoir de réserve. Alors rassurez-vous, Lionel Jospin, il n'a pas beaucoup changé. Il a gardé ce ton professoral qu'on lui connaît bien, qui peut d'ailleurs parfois être un petit peu énervant. Et il commence d'abord dans Un temps troublé par nous parler d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il nous dit du président de la République. Vous allez voir, les mots sont choisis, mais ils font un petit peu mal malgré tout. Son succès a entraîné sa griserie et celle que procure la croyance d'avoir gagné seule est trompeuse. Je n'ai jamais connu une telle façon de faire de la part des présidents. Voilà, ça c'est dit. Il y a Emmanuel Macron, mais le cœur du livre, Marie-Pierre, c'est surtout son rapport à François Hollande. Oui, alors on aurait pu se dire naïvement, Madame Lienemann, que François Hollande était un peu une sorte de bébé Jospin, après tout qu'il avait lavé l'honneur du Parti socialiste en devenant président en 2012. Alors c'est pas du tout ça dans la tête de Lionel Jospin. Écoutez ce qu'il en dit. Les Français ont été désorientés par son défaut d'autorité, l'absence de solidarité au sein de la majorité et la désagrégation d'une identité politique. Aïe, 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 ça chauffe. Avant d'ajouter encore plus sévère avec François Hollande, sur le terrain économique, céder au tropisme libéral, c'est peut-être recevoir l'approbation du patronat, mais c'est compromettre le succès d'une politique de gauche. Alors, vous le savez bien. Ça, j'aurais pu le dire. Très bien, vous allez pouvoir nous le dire alors. Alors, on le sait bien, la critique, elle est aisée. La politique, elle est un peu plus difficile, parce que Lionel Jospin, il oublie quelques petites choses quand même. Il oublie par exemple que c'est lui qui avait ouvert le capital de France Télécom. Et il oublie aussi cette citation très controversée en 1999 quand il dit que les Français ne doivent pas tout attendre de l'État et du gouvernement. Alors, il y a aussi des passages étonnants sur Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors moi, ça m'a beaucoup surprise. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Mme Lienemann. On l'oublie parfois un peu, mais Jean-Luc Mélenchon, il a passé plusieurs décennies sur les bancs du PS. Il a même été le ministre de Lionel Jospin, à peu près en même temps que vous. Absolument. Et l'ancien chef du gouvernement ne tarit pas d'éloges sur son ancien camarade. On l'écoute sur France Inter, c'était jeudi dernier. Il y a chez lui, écrivez-vous, conflit entre son intelligence et son tempérament. Expliquez-nous. Je pensais que c'était clair, moi, des insoumis, que par ailleurs je regarde avec sympathie et en tout cas sans effroi. À vous, Madame Lienemann, est-ce que vous êtes d'accord avec Lionel Jospin quand il dit qu'il y a peut-être un conflit entre l'intelligence et le tempérament de Monsieur Mélenchon? Vous êtes une proche. Il y a un tempérament de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas comparable au tempérament de Lionel Jospin. Ça, c'est sûr. Et, donc, ce qu'on voit dans le texte, j'ai été très critique, moi, sur les années du gouvernement Jospin, comme vous, sur ce que vous avez cité. On a quand même beaucoup privatisé, etc. Et je trouvais dommage qu'à cette période-là, mais bon, en même temps, il y avait la contrainte de la cohabitation. Et on peut comprendre que son regard sur François Hollande soit plus dur. Parce qu'il avait les mains libres. Voilà, parce que même si on peut penser qu'il aurait pu être un peu plus autocritique, néanmoins, là, on a une gauche qui est majoritaire, un président, on avait tout, les positions institutionnelles, et là, qu'il soit critique paraît quand même assez normal. Alors, s'agissant de Jean-Luc Mélenchon, il y a toujours eu un grand respect entre Lionel Jospin et Jean-Luc Mélenchon. D'abord, comme le dit Jean-Luc Mélenchon dans l'article de l'Obs d'aujourd'hui, chez Lionel Jospin, il y a le goût du débat.
le goût de l'intelligence de l'analyse. On prend une position au regard d'une analyse. Même quand on n'est pas d'accord, il y a des raisons pour qu'on s'exprime. Et c'est pas vous êtes des vieux archaïques, vous n'avez rien compris à la mondialisation. La mondialisation, c'est comme l'eau comme la pluie qui tombe, on n'y peut rien faire, etc. Même si, comme vous l'avez dit, sur le rôle de l'État. Bon. Donc, il a toujours eu ce respect pour Jean-Luc Mélenchon, qui a été d'une certaine façon un respect réciproque. Deuxièmement, je crois qu'il pense que Jean-Luc Mélenchon a une dimension d'homme d'État. Mais évidemment, le côté impulsif, qui peut paraître impulsif chez Jean-Luc Mélenchon... Mais qui peut paraître, qu'il l'est. Oui, qu'il l'est relativement. Oui. Il y a des fois, je me dis que son impulsion est un peu calculée. Parfois, elle ne l'est pas. Parfois, elle ne l'est pas. Mais en tout cas, je crois qu'il reconnaît évidemment, il ne lui ressemble pas. Alors après, il y a des désaccords plus structurels dans ce qu'il dit sur Jean-Luc, qui est la question du rôle des partis. Tout à fait. Bon. Mais là, je trouve que, d'une certaine façon, chacun a un petit peu raison. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas enterrer les partis parce que c'est des intellectuels collectifs, des militants qui se mettent en mouvement, des gens qui, partout sur le territoire, convergent autour et de débats et d'actions. Et de l'autre côté, la crise actuelle des partis politiques est telle qu'on ne peut pas continuer à dire qu'on va faire des partis comme avant. Bon. Et les tentatives qui ont été faites, d'une certaine façon, La République en marche. Mais enfin là, c'est clair, il y a un chef, un homme, il n'y a qu'à le suivre. Mais de l'autre côté, la France insoumise qui a essayé d'être en lien avec des mouvements sociaux plus diversifiés, moins homogènes, moins idéologiquement tous convergents. Une sorte de mouvement un peu gazeux. Un mouvement gazeux, comme on dit. Eh bien, c'est vrai que c'est peut-être l'étape qui était, ou peut-être pour une part demeure en partie nécessaire. Moi, je trouve que ce papier de Lionel Jospin, d'abord, il est quand même utile. Bon, il est bien un peu lourd. Enfin, lourd. Comment ça, lourd? Pourquoi? Non, l'écriture est fluide, elle est fantastique, il écrit très bien. Attention, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est un peu austère. C'est même très austère. Voilà. Mais on a besoin aussi d'arrêter de faire que dans la com. On a besoin de gens qui vous disent, ben voilà, moi j'analyse les choses comme ça. Qui analysent les choses tranquillement, de manière posée. La seule chose sur laquelle je trouve que là, il a tort dans la critique de Jean-Luc Mélenchon, c'est la question institutionnelle. Parce qu'on voit qu'il se dérobe sur la question du changement de la version du calendrier, dont on sait qu'elle a eu de fait un impact non seulement électoral, mais surtout institutionnel, renforçant encore le président de la République, liant encore plus le Parlement au président de la République avec un Parlement godillot, et dire, ben, moi je ne crois pas à la... Oui, mais comment on va changer de constitution? Et là, je trouve que les propositions de la constituante, c'est quand même une piste très utile. Alors Lionel Jospin fait un clin d'œil effectivement à la France insoumise, mais il n'oublie pas le PS aussi, hein, Marie-Pierre. Il n'oublie pas du tout le PS. Il fait même un gros appel du pied à Olivier Faure, son premier secrétaire. Alors rappelez-vous, si jamais vous avez la chance d'être en congé à ce moment-là, Olivier Faure, au début de l'été, il appelle à une candidature commune pour la présidentielle de 2022. Donc pas un candidat socialiste tout seul sur la ligne de départ. Ça tombe plutôt bien. Lionel Jospin, il est exactement sur cette ligne-là. Écoutez ce qu'il écrit. Le PS devra peut-être admettre que ce rassemblement se fasse non pas forcément autour de lui, mais avec lui. Et moi, c'est un petit peu ça qui m'a embêté dans un temps troublé, c'est que Lionel Jospin finalement donne beaucoup de conseils à la gauche sans avancer une seule nouvelle idée. D'ailleurs, il finit son livre en nous disant que l'histoire de l'avenir de la gauche reste à écrire. Et il n'adoube personne, Marie-Noëlle Lienemann. Vous voyez qui pour incarner la gauche en 2022? Vous voyez déjà? Je vois plusieurs personnalités qui pourraient, en tout cas, jouer un rôle important. Moi, je me situe dans la personnalité où je trouve que Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'on en dise, avec des critiques et des affaiblissements qu'on a pu observer, reste quand même une personnalité capable d'être un homme d'État, capable de rassembler, notamment à travers une campagne électorale, de prendre plus de force pour rassembler. Et moi, je pense que quelqu'un comme Arnaud Montebourg est quelqu'un qui pourrait apporter. Alors, est-ce que le candidat, pas le candidat? Pourquoi je parle de cela? Parce que, comme le dit Lionel Jospin, on change de cycle. Moi, je pense que ça fait un moment qu'on aurait pu changer de cycle, mais le temps est venu de changer de cycle. Et
quand tout ce qui est dit sur le Made in France, la réindustrialisation du pays, me paraît collé avec une partie des aspirations et l'intérêt général de notre pays. Donc voilà, évidemment, moi j'appelle aussi au rassemblement de ces énergies, parce que il n'y a pas que le poste de président de la République quand même. Hein. Il y a un dispositif politique, une majorité autour d'un programme. Bon, Jean-Luc Mélenchon parle de l'avenir en commun, c'est une base, c'est indéniable qu'il y a des idées intéressantes. En même temps, il faut aussi qu'ils comprennent que d'autres peuvent avoir d'autres apports. On enchaîne avec la carte blanche, votre carte blanche, Marie-Noëlle Lienemann. Eh ben, écoutez, attendez, jingle d'abord. Vous êtes pressés, mais j'explique d'abord à nos téléspectateurs, puisque c'est une nouvelle séquence. On a décidé de laisser un moment pour notre invité, sénateur ou sénatrice, un sujet qui vous tient à cœur, un coup de gueule, un coup de cœur, Marie-Noëlle Lienemann. Alors, c'est un coup de gueule, parce que bon, vous allez dire que ça ne vous étonne pas. Mais, non, je l'ai pas. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais on l'a pensé un peu. Je le sentais. Non, c'est le chômage des jeunes. Parce que on le voit venir. Et quand je dis on voit venir, il est pour une part déjà là. Et je trouve quand même que le dispositif du plan de relance, autant, vous voyez, par exemple, chômage partiel, il y avait des choses sur lesquelles on était quand même très largement tous d'accord. Là, je trouve qu'on n'est vraiment pas à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas attendre. C'est pas comme dire on va refaire du fret ferroviaire, bon, on va mettre un certain temps. Là, il y a une génération entière auquel il faut apporter des réponses. Alors, il y a les plus démunis, qui sont quand même dans une pauvreté absolue. Moi, je plaide pour qu'on mette tout de suite le RSA pour les jeunes de moins de 18 ans, qu'il y ait une allocation autonomie pour ceux qui sont en formation, notamment les étudiants. Il y a plein d'étudiants pauvres qui, par ailleurs, attendaient des petits jobs qu'il n'y a pas, etc. Donc là, je pense que c'est le deuxième grand volet. Et 3, il y a les emplois eux-mêmes. Alors d'abord, j'appelle à ce que, sur ce qui est l'apprentissage, il y a plein de jeunes qui ne trouvent pas de stage. Donc je pense peut-être qu'il faut quand même les inscrire en apprentissage, même si dans un premier temps, ils vont qu'au cours et pas au stage. En tout cas, il y a un énorme problème. Et moi, je crois qu'il faut créer des emplois. Alors, on parlait de Lionel Jospin. Et ben moi, je pense qu'on peut créer des emplois jeunes, nouvelle génération. Plusieurs exemples. Rapidement, Marie-Noëlle Lienemann. Dans les hôpitaux, on a besoin de gens. On a besoin de gens dans l'écologie. On sait qu'il y a des tas de besoins sur lesquels... On a besoin dans la fonction publique de policiers, de juges, etc. Pourquoi pas faire du pré-recrutement ? C'est-à-dire on crée des emplois jeunes en vue de préparer ces jeunes, soit à des postes dans la fonction publique, soit à se préparer avec des qualifications à terme dans le privé ou dans le monde associatif et l'économie sociale et solidaire. Un cri d'alarme. C'est une urgence. Un cri d'alarme pour les jeunes. C'était votre carte blanche. On va terminer ce club avec les élections sénatoriales. Marie-Noëlle Lienemann, Pascal approche à grands pas. Je vous rappelle que la Chambre haute est renouvelée par moitié tous les 3 ans. Cette année, ce sont 172 sièges qui sont en jeu. Public Sénat y consacrera d'ailleurs une journée spéciale le 27 septembre, jour du vote. En attendant, nous suivons les candidats en région, direction la Vienne, ce soir avec Sandra Cerquera et Alizé Boissin. Non, ça avance. Bruno Belin a bien l'intention de sillonner les 266 communes de son département. Candidat de la droite au sénatorial, adoubé par le sénateur sortant Alain Fouché, l'actuel président du département présente un avantage de taille. Ça fait 30 ans que je suis sur le territoire, donc département de la Vienne, voilà, j'ai eu l'occasion de beaucoup le quadriller. Pas besoin de GPS pour aller d'une commune à l'autre. 10 communes par jour à son agenda, Bruno Belin mène une campagne marathon. Salut Vivian, ça va ? Avec grande joie qu'on t'accueille aujourd'hui. Il lui a fallu s'organiser dans l'urgence. Jusqu'à début juin, le gouvernement parlait encore d'un hypothétique report des sénatoriales à l'année 2021. Ce jour-là, il rencontre le maire de Vernon avec son équipe. Il est venu avec Yves Boulou, sénateur LR sortant avec qui il se présente. Se porter candidat en ticket avec un visage connu est un plus. Dans la Vienne, il n'y a que 2 sièges. C'est un scrutin majoritaire. La campagne est nécessairement très personnelle. Nous comprenons évidemment le langage des maires, on comprend leur réalité quotidienne. Les sujets locaux du moment sont évoqués, comme le déploiement de la fibre optique ou de la couverture mobile. Tous les jours, je me faisais engueuler personnellement parce que pourquoi on n'a pas d'internet, pourquoi je suis en panne, pourquoi ça ne marche pas. Une campagne atypique, à cause de la crise sanitaire, le candidat LR dit ressentir davantage d'inquiétude chez les maires.
Depuis les élections municipales, on n'est pas dans le même climat. Généralement, tout de suite après une phase d'élection municipale, on a une euphorie, et les demandes sont là, les projets sont là, et les maires attendent de savoir des partenaires comment les choses vont se mettre en place, et vite se mettre en place. Là, on voit bien que le maire est confronté partout à une réalité, un pragmatisme. Bonjour. Un peu de retard. En face, Thierry Perrault aimerait bien jouer les troubles fêtes. Le candidat vert est conseiller régional. Il entame sa deuxième campagne et espère cette fois profiter de la montée de son parti lors des municipales dans la Vienne. La ville de Poitiers, passée sous giron vert, lui assure 215 voix d'office sur les 1216 nécessaires. Il compte sur l'envie de changement des grands électeurs. Chaque grand électeur pourra voter pour un candidat ou deux candidats et les deux candidats de son choix. Et moi, je sais qu'il y aura dans des enveloppes des bulletins qui seront panachés, peut-être dans le Nord entre Bruno Belin et moi, par exemple, parce que je pense qu'il y a, du côté des grands électeurs, la compréhension, l'intérêt d'avoir une diversité. Pas de tournée des maires pour Thierry Perrault. Il leur donne rendez-vous lors de réunions collectives. Le candidat vert dit vouloir faire campagne autrement. Ce jour-là, il rend visite à des vignerons qui se sont convertis au bio. En tant qu'élu, on a l'habitude d'entendre parler de subventions européennes, qui n'arrivent pas forcément toujours assez vite. On entend parler de réglementations contraignantes, de dossiers compliqués. Par rapport aux aides qui sont versées par l'Europe, il y en a un petit peu moins qu'il a pu y en avoir, que ce soit les aides à la conversion et les aides au maintien. Je souhaite vraiment rencontrer des gens, des entrepreneurs, je dirais des particuliers, des gens qui sont sur le terrain, parce que les lois que l'on fait, on les fait à partir de besoins, ce sont des réponses aussi à des besoins. Thierry Perrault sait qu'il est loin d'être le favori, mais l'important pour lui est de continuer à faire progresser les idées écologistes dans cette élection sénatoriale, dont l'horizon s'annonce une fois encore résolument bleu dans la Vienne. Et on découvre tout de suite l'ensemble des noms des candidats dans la Vienne où ce reportage a donc été tourné. Les voici, élection sénatoriale le dimanche 27 septembre. Je vous le rappelle, édition spéciale sur Public Sénat et avec toutes nos équipes mobilisées ici et en région. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci aux membres du club de ce soir. La suite dans Allons plus loin, c'est notre grand débat. On va s'interroger ce soir sur la façon dont les autorités gèrent la progression du virus. Les chiffres ne trompent pas. Cluster, hospitalisation, entrée en réanimation, tout est en hausse. Oui, c'est préoccupant, nous dit Olivier Véran. La question est donc, en fait-on assez? Ou est-ce que la situation est encore en train de nous échapper? On va ouvrir le débat avec nos invités après les explications de Samia Dechir. Tous ceux dont le test est positif doivent aujourd'hui observer la même règle. Un isolement de 14 jours pour limiter au maximum la circulation du nouveau coronavirus. Une période qui pourrait être divisée par 2. Le conseil scientifique est favorable à un isolement de 7 jours au lieu de 14. Le ministre de la Santé l'est aussi. On est davantage contagieux dans les 5 premiers jours, ou qui suivent les symptômes, ou qui suivent la positivité d'un test. Et ensuite, cette contagiosité diminue de façon très importante. Et au-delà d'une semaine, elle est très faible. Elle demeure, mais elle est très faible. Ce changement n'est pas encore validé par le gouvernement. La décision sera prise vendredi en Conseil de défense et de sécurité nationale. Pas d'assouplissement en revanche concernant le port du masque. Dimanche, le Conseil d'État a validé la possibilité de le rendre obligatoire sur l'ensemble d'une commune. Dans les villes les moins denses, la mesure doit en revanche rester limitée au centre-ville. Permettez-moi de me réjouir de la décision du Conseil d'État qui rappelle que les orientations prises par le gouvernement sont satisfaisantes. Ces orientations, je vous le rappelle, consistent à prendre à la fois des mesures d'ordre général, mais surtout à permettre au territoire, le couple préfet-maire, de les adapter aux situations locales. La plupart des grandes villes imposent aujourd'hui le port du masque sur l'ensemble de leur territoire, à l'image de Paris, Strasbourg, Lyon ou encore Marseille. 28 départements sont désormais classés en zone rouge. Avec nous pour le grand débat d'ALPL, Anne-Claude Crémieux, bienvenue. Vous êtes professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie nationale de médecine. En 2009, vous avez publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire ». Jean-Philippe Derosier, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille. Vous avez rejoint le mouvement Les Engagés, créé par Laurent Geoffrin, fin août. Jean-Pierre Thierry, bienvenue à vous également. Vous êtes médecin spécialisé en santé publique et dans l'organisation des systèmes de santé, conseiller médical pour l'association
l'association France Assos Santé, qui participait d'ailleurs ce matin aux auditions de la commission d'enquête Covid du Sénat. Jean-Pierre Théry, j'ai envie de commencer avec vous, puisque vous étiez venu sur ce plateau en mars dernier. Vous nous aviez alerté, ça avait marqué les invités, ça nous avait marqué nous à la rédaction et ça avait marqué nos téléspectateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous direz que la situation est davantage sous contrôle, que l'exécutif prend les bonnes mesures au bon moment ? Heureusement qu'elle est davantage sous contrôle et heureusement que l'exécutif prend des mesures. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde. Alors effectivement, je crois que c'était le 9 mars, et puis j'avais dû dire, et c'était repris sur les réseaux sociaux, qu'il allait à peu près nous arriver la même chose qu'en Italie. Absolument. Et ça avait surpris. Alors je dirais que maintenant, aujourd'hui, mon regard est tourné vers l'Espagne et vers Madrid, puisque le rebond à Madrid est extrêmement important et que les médecins commencent à dire que les capacités de prise en charge en réanimation et dans les hôpitaux sont saturées. Je dois dire aussi qu'il faut retenir, vous savez, à Wuhan, le 9 mars, on était revenu sur la construction de cet hôpital par les Chinois. Aujourd'hui, les Espagnols veulent finaliser pour novembre, pour la gestion de la deuxième vague, un hôpital Covid de 1000 lits, baptisé du nom d'une infirmière d'ailleurs qui a amené la vaccine en Amérique du Sud vers 1806. Donc voilà où on en est. Donc, est-ce que vous auriez envie de comparer cette période à celle de mars ou à celle de septembre ou même à celle de l'été dernier, puisqu'on dit que finalement il y avait ce virus qui circulait à bas bruit déjà et qu'on s'en est rendu compte un peu tard? Alors non, on n'est pas dans les mêmes conditions que l'arrivée de la première vague et on n'est pas aussi surpris. Ce qu'il faut retenir si on doit faire un parallèle, c'est l'explication qu'on doit essayer de donner. Madame Crémieux en parlera peut-être mieux que moi. Dans un instant, on va juste lui redonner un micro parce qu'on a un problème avec son micro. Santé publique parle de croissance exponentielle. Ce qu'il faut comprendre et ce qui est souvent mal compris, c'est qu'une croissance exponentielle, elle démarre à bas bruit, elle peut rester assez longtemps à bas bruit, mais dès qu'on dépasse un certain seuil, par exemple 1000 cas et que ça devient visible, elle continue et là on arrive à 2000, 3000, 6000, ça va très très vite. Donc il y a ce parallèle sur cette croissance exponentielle qui n'est pas du tout aussi rapide, ce n'est pas la même pente qu'en février, même ça a démarré avant d'ailleurs, à partir de janvier, mais qui pose un problème et qui continue éventuellement à réexister aujourd'hui, et donc qui nous pose le challenge de la gestion de ce rebond. Je préfère parler de rebond que de deuxième vague. Le micro d'Anne-Claude Crémieux fonctionne, on entend un discours alarmant. Je ne vais pas dire alarmiste parce que ce serait un jugement, je n'en sais rien. Professeur, est-ce que vous êtes sur cette ligne ? Je crois qu'effectivement, on a raison et vous avez raison d'être excessivement vigilant. Néanmoins, il faut quand même rappeler que en mars, nous n'avions absolument rien pour ralentir ce virus. Nous pas de masque, pas de test. Pour savoir qui était infecté et l'isoler. Pas de masque, peu à l'hôpital et pratiquement pas dans le public, et finalement une méconnaissance assez importante de ce virus. Donc ce qui est vrai, c'est que là, on met en œuvre des mesures qui visent justement à faire obstacle à la diffusion, et ça explique vraisemblablement une partie du fait que ce virus circule et sa circulation augmente, mais elle n'a pas la vitesse d'augmentation que nous avions constaté en mars. Dans les mesures qui se profilent, Olivier Véran l'a confirmé ce matin, c'est le raccourcissement de la quatorzaine. Ça, par exemple, c'est pour vous une mesure de bon sens et du pragmatisme. C'est parce qu'on commence à mieux connaître le virus et finalement on a un exécutif qui s'adapte, qui réajuste en fonction de ses connaissances. Je crois que c'est effectivement l'évolution des connaissances qui permettent de dire aujourd'hui que le virus est contagieux 48 heures avant l'arrivée des symptômes, il ne faut pas l'oublier, mais après, il est essentiellement contagieux pendant les 10 jours qui suivent la survenue des symptômes. Et il est vrai que le maximum de contagiosité, c'est essentiellement les 7-8 premiers jours, entre 8 et 10 jours, la quantité de virus qui est excrétée par une personne malade est très faible. Donc certains pays, comme les États-Unis ou l'Angleterre, ont fixé la barre à 10 jours après la survenue des symptômes. Ça peut être tout à fait légitime de la fixer à 8 jours. C'est vraiment une décision des autorités sanitaires de savoir quel risque on peut tolérer. Une vraie question s'est posée ces derniers jours, elle se pose encore autour de l'opposition entre libertés individuelles et nécessités sanitaires. Vous imaginez bien que je vais me tourner vers vous dans un instant, Jean-Philippe de Rosier. Certains utilisent-ils le droit contre les enjeux de santé publique? Olivier Véran a fait une mise au point ce matin sur cette question. Il était un brin agacé. Écoutez, il était l'invité de France Inter. Il va falloir collectivement réaliser
Un certain nombre de points. D'abord que non, le virus n'a pas muté comme par magie pour être moins méchant pour l'homme. Hélas, qu'on passe plus de temps et d'énergie à porter correctement son masque qu'à saisir les tribunaux pour qu'on fasse en sorte d'interdire l'obligation de port de masque en milieu extérieur. Ils sont irresponsables. Ils sont irresponsables, ceux qui font ça. Ils ont probablement leurs enjeux. Ce ne sont pas les miens, et je crois que ce ne sont pas les enjeux sanitaires pour les Français. Il faut également comprendre que lorsque une mesure de mise à l'abri est prononcée parce que vous êtes potentiellement contagieux pour les vôtres, il faut rester chez vous. Il ne faut pas vous dire que parce que vous êtes asymptomatique, vous pouvez aller bosser et c'est pas grave, et tout se passera bien. Il faut vraiment considérer le fait d'être contagieux comme le fait d'être contagieux réellement. Jean-Philippe de Rosier, le message est assez fort là. Est-ce qu'il faut arrêter de saisir les tribunaux à tout bout de champ? C'est un peu ce que nous dit Olivier Véran. Comment le juriste que vous êtes perçoit cet agacement même d'Olivier Véran, du ministre de la Santé? Alors, si l'agacement est justifié par le fait qu'on saisisse les tribunaux, je pense qu'il faudrait qu'il démissionne tout de suite. Parce qu'un responsable politique, qui plus est, qui occupe une position comme la sienne, de premier plan dans un gouvernement qui condamne le droit au recours, qui est un des droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui est l'un des plus importants de notre droit, je ne vois pas comment est-ce que l'on pourrait continuer. Heureusement que l'on a un droit au recours. Et le juge, de façon indépendante et impartiale, décide. Là, sur l'affaire du port du masque, on a vu qu'il y avait deux positions possibles. L'une qui avait été prise par ce qu'on appelle les juges du fond, tribunal administratif de Lyon, tribunal administratif de Strasbourg. Et ensuite, le Conseil d'État, qui est l'autorité suprême en la matière, a tranché en nuançant un petit peu le propos. Mais il a fallu faire appel. Il a fallu qu'Olivier Véran fasse appel. Tout à fait. Mais c'est son droit. Si on condamnait le droit au recours, il ne pourrait pas faire appel, par exemple. Donc, je pense qu'il faut pouvoir exercer ses droits au recours pour faire valoir ses libertés. Mais est-ce que vous sentez qu'il y a une opposition là entre effectivement les libertés fondamentales, le droit français auquel nous tenons tous en tant que citoyens français, mais là des enjeux sanitaires qui nous dépassent un peu, qui peuvent aussi dépasser les tribunaux et qui du coup leur feraient prendre des mauvaises décisions, en tout cas pas bonnes sur le plan médical, j'entends. Le droit est toujours un instrument qui recherche l'équilibre entre des enjeux opposés. Pour prendre un exemple très simple, la plus parfaite liberté s'oppose à la plus parfaite égalité. Si on était tous égaux, on ne serait pas libre. Si on était parfaitement libre, on ne serait pas égaux. Donc il faut un équilibre entre liberté et égalité. Là, c'est exactement la même chose. J'ai ma liberté individuelle de circuler librement et il y a un enjeu constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État le rappelle sans cesse, il y a un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique. Il faut trouver un équilibre entre les deux, pas à n'importe quel prix. La santé publique ne justifie pas que l'on bafoue complètement les libertés. Les libertés ne justifient pas que l'on bafoue l'objectif de santé publique. Jean-Pierre Thierry, il y a eu un ouf de soulagement parmi les médecins lorsque le Conseil d'État a finalement tranché en faveur de cette décision du port du masque généralisé. Vous la sentez, cette opposition entre ceux qui défendent les libertés fondamentales et un impératif qui semble venir du monde médical qui est le masque, c'est partout, tout le temps? Oui, alors elle est même documentée en fonction des différents pays. Cette opposition, elle est extrêmement forte, notamment aux États-Unis. Vous savez, une grande frange libertaire qui s'oppose d'ailleurs à toute mainmise d'un gouvernement, notamment fédéral, sur leur vie de tous les jours. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec vous. Il faut que les mesures soient acceptées et comprises. Et donc, pour qu'elles soient acceptées et comprises, il faut que le droit soit respecté. Et donc, d'ailleurs, il n'y a pas eu trop de délai, parce qu'on est aussi dans une course de vitesse. Donc là, on pourrait presque m'amuser en disant que là, il y a une justice extrêmement rapide et on peut s'en réjouir. Ce n'est pas tout le temps le cas. Oui, mais c'est parce que la procédure voulait ça. C'est une procédure de référé rapide où le juge est censé statuer dans les 48 heures. Heureusement. Voilà. Donc c'est ça qui... Le deuxième volet, pour revenir au test, c'est que la population, que ce soit les professionnels de santé, notamment les associations de patients, qui ont une expertise que je connais bien, comprennent les mesures qui sont prises. Et là, vous avez cité la commission d'enquête ce matin. Gérard Raymond a rappelé que les associations et la société civile n'ont pas été assez associées, malgré des efforts de vulgarisation des meilleurs spécialistes, aux décisions, aux commissions, et qu'il y a un déficit à la fois de pédagogie et d'information. Et on va le voir très rapidement arriver sur les tests. Parce que moi, je me suis éventuellement trompé hier, mais je pense que le raccourcissement du délai va s'appliquer aux tests Covid de gens asymptomatiques. Pas symptomatiques et éventuellement aux cas contacts, mais la notion de durée d'isolement des cas contacts a disparu de la communication récemment. Donc vous voyez, ce qui fait que, pour faire court, sur les tests, plus personne ne comprend rien dans le milieu que je connais bien. Et donc, l'effort d'information que Gérard Raymond appelait de ses voeux ce matin
dans ce palais est très important dans les jours qui viennent. Anne-Claude Crémieux, sur cette question du droit, rien que le droit, et tant pis si ça ne plaît pas beaucoup aux médecins, c'est même parfois jugé irresponsable, qu'en pensez-vous ? Non, je pense que vous avez raison, c'est pas la première fois. C'est au fond les mesures de santé publique, ce sont toujours des mesures, dans un certain nombre de cas, qui sont aux frontières de ce que l'on pense parfaitement bénéfique pour la santé publique et qui parfois heurte la liberté individuelle. C'est pas la seule. Porter une ceinture de sécurité en voiture, ne pas boire avant de prendre la voiture, ne pas avoir la possibilité de fumer dans des espaces publics fermés. Je veux dire, à chaque fois, il y a eu ce débat. Il est bienvenu parce que c'est comme ça qu'on avance. Il met de la transparence dans le débat public et c'est très bien. Effectivement, on peut se réjouir que ça n'ait pas handicapé la mesure de santé publique, qu'effectivement, au fond, le débat ait duré suffisamment peu de temps pour qu'on considère que ça n'a pas eu d'impact. Mais ça aurait pu être le cas. Le Conseil d'État aurait pu finalement dire que le masque partout tout le temps. Qu'auriez-vous dit, vous, en tant que professionnel de santé ? Il n'a pas permis le masque partout tout le temps. Avec quelques exceptions, mais globalement, oui. il est allé dans leur sens. Pas tout à fait, parce que, pardonnez-moi de vous couper, mais d'ailleurs, il y a aussi une incompréhension à ce niveau-là, on pourra y revenir. Mais le Conseil d'État a bien précisé qu'il était possible de prendre des arrêtés qui concernent l'ensemble d'une ville à forte densité de population. C'est ainsi qu'il a validé un arrêté qui concernait l'ensemble de la ville de Lyon et l'ensemble de la ville de Strasbourg. Mais dans d'autres, pour des raisons de lisibilité, pour ne pas que l'usager sache dans quelle rue est-ce qu'il doit enlever son masque, dans quelle rue est-ce qu'il doit le remettre. En revanche, dans des communes à densité plus faible, périphériques notamment de Strasbourg, là pour le coup, il a bien précisé que le seul centre-ville pouvait être concerné et que dans les autres quartiers de ces communes, l'obligation n'avait pas à s'imposer. Mais moi, ce qui m'a quand même stupéfait dans la décision du Conseil d'État, c'est que sous couvert de lisibilité, il valide ce que l'on appelle une mesure générale et absolue concernant une commune. Or, habituellement, et précisément dans le domaine des restrictions des libertés, tout est œuvre de stricte proportionnalité et de stricte nécessité. La loi qui constitue le fondement de ces mesures le rappelle très précisément, c'est la loi du 9 juillet 2020 qui a pris le relais de l'état d'urgence, rappelle que les mesures doivent être dûment justifiées par les circonstances. C'est-à-dire qu'il aurait dû faire davantage dans la dentelle qu'il n'aurait... Je pense que quand on... Enfin, je ne suis pas médecin, je me tourne vers les experts. Je me tourne vers les experts, mais on nous dit il faut porter le masque pour éviter de contaminer les autres et aussi de se contaminer, de recevoir la contamination. Quand je me balade dans un quartier à 3h du matin où il n'y a personne, je ne vois pas qui est-ce que je peux contaminer. Lorsque je suis sur le trottoir de droite, que le trottoir de gauche est à 5 mètres et qu'il y a 2 personnes dans la rue, je ne vois pas qui est-ce que je peux contaminer. Alors, on va laisser répondre Anne-Claude Crémieux sur ça. Mais c'est un débat extrêmement intéressant. Parce qu'effectivement, la lisibilité peut faire partie de la faisabilité d'une mesure. C'est-à-dire, autrement dit, une mesure qui est très difficile à appliquer peut être une mesure totalement inefficace. Et au fond, quand les autorités sanitaires prennent une décision, elles ont à considérer aussi le fait que ça doit être lisible pour tout le monde et par conséquent appliqué. Et on voit bien que le débat s'instaure, mais on ne peut pas reprocher aux autorités sanitaires d'essayer justement d'avoir cette simplicité dans les recommandations. Et au fond, là, elle s'appuie sur des exemples, parce que effectivement, dans cette pandémie, ce qui apparaît très clair, c'est que ce sont les pays qui ont au fond, adopté extrêmement rapidement le masque dans l'espace public, clos et ouvert, qui ont le mieux maîtrisé l'épidémie. Et même nos voisins allemands ont fait une étude pour montrer qu'il y avait l'avant et après mesures simples et lisibles, l'ensemble de l'espace public, qui montrait un décrochage de l'épidémie. Donc on a aussi des éléments scientifiques qui tendent à dire qu'au fond, à partir d'un certain niveau de circulation du virus, il faut une mesure simple, lisible et applicable et peut-être contrôlable. Et tout cela nous amène à cet état d'urgence sanitaire en vigueur officiellement jusqu'à fin octobre, déjà prolongé une fois. La situation fait que l'exécutif pense à le prolonger à nouveau. C'est Jean Castex qui l'a annoncé tout à l'heure, écoutez.
Le Parlement, puisque j'ai un groupe parlementaire, sera saisi sûrement d'une prolongation de la loi que vous avez votée il y a quelques semaines sur la sortie de l'urgence sanitaire pour ne pas nous démunir de tout outil face à cette crise qui n'est pas terminée. Et je rappelle que l'état d'urgence permet très concrètement à l'exécutif de continuer à restreindre les déplacements ou les rassemblements. Tant pis, Jean-Pierre Théry ? Si vous voulez, revenons au qualificatif d'exponentiel de la diffusion du virus. Dans certains modèles, si on revient en mars, une semaine de retard, c'est un doublement de la mortalité. Donc, si vous voulez, il y a le temps juridique, et moi, je pense qu'il doit être respecté. Hein. Je faisais un petit peu de l'humour mal placé, mais on ne peut pas attendre que les juges saisissent des experts dans des domaines comme ça. Donc, on est sur un domaine très compliqué parce que le temps de réaction et d'application des mesures efficaces va être extrêmement critique et sensible, et ça permettra de sauver des vies et éventuellement, si on travaille très bien, de restaurer plus vite un état normal qui va relancer l'économie, en tout cas sur le marché intérieur. Donc on est face à cette équation-là. Donc après, pour revenir sur le masque, et vous avez raison, parce que je pense que c'est sous votre contrôle, il y a une place pour l'interprétation par les forces de l'ordre. Moi je dirais, se voir taxé de 135 € le soir dans une rue où il n'y a personne, etc., je le vivrais assez mal personnellement. Après, on peut peut-être faire confiance aux citoyens, au bon sens. Non, mais il y a des oublis, mais si vous voulez, pour dire, c'est vrai que si on est tout seul à 3 h du matin, voilà, il y a sans doute une marge d'interprétation à rechercher par les forces de l'ordre dans l'application. Jean-Philippe de Rosier, cette possible prolongation de l'état d'urgence sanitaire, ça vous fait hurler ? Je vais revenir là-dessus. Oui, ça me fait hurler, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors rapidement, il nous reste quelques minutes. Juste, moi, ce que je crains, premièrement, c'est l'excès de zèle des agents de police, on en a vu. Hein, et deuxièmement, c'est la surenchère. La surenchère de la part des autorités. Parce qu'au début, quand on se remonte au mois de mars, le masque, c'était inutile. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait pas. Sauf qu'ils ont refusé d'admettre, et encore aujourd'hui, que c'était inutile parce qu'il n'y en avait pas. C'est peut-être ce que le corps médical paye encore aujourd'hui. Hein, alors, pourquoi ça me fait hurler ? Parce que formellement, on n'est pas en état d'urgence. Formellement, et je l'ai dénoncé sur ce plateau, l'état d'urgence est terminé le 10 juillet. Et une loi de sortie de l'état d'urgence, qui n'a pas prorogé l'état d'urgence, mais l'a transformé sournoisement, c'est-à-dire sans le dire, en phase transitoire, établit un état d'exception qui ne porte pas de nom, c'est-à-dire qu'on n'est plus en état d'urgence, mais on a quand même des mesures d'exception que l'on peut faire, dont celle que vous avez évoquée, de restriction de la circulation et dans des zones de circulation. Mais est-ce que la situation actuelle ne le nécessite pas ? Si, peut-être. Là, pour le coup, je m'en remets aux expertises médicales pour savoir, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne connais pas l'état. Mais vous dites attention. Je vois les chiffres qui nous sont évoqués. Je vois aussi, formule de bon sens, que je ne suis pas seul à porter, mais effectivement, il y a plus de cas, mais il y a plus de tests. Et en tout cas, jusqu'à une période très récente, les cas qui étaient avérés n'étaient pas des cas graves. Là, effectivement, on commence à, je crois, je me remets encore une fois aux sachants sur cette question, que les cas en réanimation qui restent à l'hôpital commencent eux aussi à augmenter, mais avec un décalage par rapport à ce que l'on avait pu connaître au mois de mars. Donc, si c'est nécessaire, oui, faisons-le, mais gardons raison, gardons cette proportionnalité, cette stricte nécessité. Ne plongeons pas dans la surenchère de dire, à une époque, c'était 1 mètre de distance, après, ça a été 1,50 m, maintenant, c'est 2 mètres, dans une semaine, ce sera 5 mètres. Enfin, on peut toujours faire mieux, oui. Et l'état d'urgence sanitaire, c'est quelque chose de très concret, Anne-Claude Crémieux. C'est des restrictions, effectivement, aux libertés fondamentales. Oui, on est dans une situation qui oblige les autorités, au fond, à réagir pratiquement en temps réel à l'information de la veille. C'est ça la crise sanitaire. Et par conséquent, c'est vrai que ça peut être difficile à comprendre que, un jour on dit que on peut sortir sans masque, le lendemain on va dire effectivement il faut tous se masquer, les rassemblements sont autorisés et puis sont interdits, mais c'est totalement lié à, au fond, cette conduite qui est vraiment une conduite qui doit être extrêmement réactive en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et on n'est pas les seuls à connaître ça. On voit bien tous les pays qui nous environnent raisonnent absolument de la même manière, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. On voit bien qu'un jour, les rassemblements vont être autorisés, le lendemain, ça circule et au fond, il faut aller extrêmement vite, il faut interdire les rassemblements, on peut les interdire pendant 15 jours. Donc, effectivement, on est dans une gestion qui est très inhabituelle, mais qui est liée à la crise sanitaire.
Et on réajuste presque heure par heure, jour après jour. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On y reviendra évidemment parce que c'est très intéressant cette possible opposition entre liberté fondamentale et nécessité sanitaire. Merci infiniment. Fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. En attendant, vous retrouvez Bonjour chez vous dès 7h30, émission spéciale autour d'Oriane Mancini qui reçoit Gérard Larcher, président du Sénat. Je vous souhaite une excellente soirée.